Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo sur Sniper Media, donc automatiquement elle sera en français. Que mes amis arabophones ne me reprochent pas de parler en français sur cette chaîne. J'ai réservé une chaîne pour l'arabe, c'est Diaspora Sahraoui, et Sniper Media sera dédié au français, pour les francophones surtout, et puis surtout pour, comment dire, le mot exact, informer les étrangers, informer aussi bien les Marocains, les Algériens et les Maghrébins qui se trouvent hors de leur pays, qui se trouvent en Europe, qui se trouvent aux États-Unis, au Canada et ainsi de suite. Qu'ils puissent avoir des nouvelles du nord de l'Afrique. Ne parler et ne discuter qu'en arabe, ça ne touche qu'une certaine communauté limitée. Donc, je me suis décidé à faire des vidéos en français pour ramener la bonne parole aux francophones de partout dans le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais commencer d'abord par une bonne nouvelle. C'est que le vaccin anti-Covid, au Maroc, il sera gratuit. Le roi en a décidé ainsi, au cours d'un conseil de ministres. Pour nos amis qui avaient des doutes, sur le vaccin chinois de Sinopharm, et pour lequel peu de publicité a été faite, c'est que le vaccin de Sinopharm est beaucoup plus cher que tous les autres vaccins, parmi 12 vaccins. Vous savez, les autres vaccins ne dépassent guère 7 dollars, le vaccin, entre 5 et 7. Et là, vous allez être surpris. Le vaccin de Sinopharm, il vaut 137 dollars. C'est-à-dire que le gouvernement marocain, le roi, le pouvoir marocain, enfin, les autorités marocaines gâtent les Marocains, tout simplement. Là, je vais vous le lire ici tout de suite, là, sur une décision qui assure plus d'un, qui rassure plus d'un. On sait que le prix du vaccin Sinopharm utilisé par le Maroc est estimé à 137 dollars, contre 5 à 7 dollars pour la plupart des restes des 12 vaccins en phase finale. Donc, rendons grâce au Seigneur. Alhamdoulilah, les autorités marocaines se préoccupent des Marocains et leur promettent le meilleur des vaccins sur la place. Voilà. Alors, le roi Mohammed V a donné ses hautes instructions au gouvernement pour l'adoption de la gratuité du vaccin contre l'épidémie du Covid-19, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On passe à autre chose. Ce dont je veux parler maintenant, c'est un petit peu du problème du Sahara marocain. Il y a quelque chose, moi, qui parfois me fait rire. Est-ce que vous suivez avec moi ce titre-là? Voilà. Sahara Occidental. Ça, c'est un site algérien, donc c'est les autorités algériennes qui y parlent. Hein. Alger appelle à la retenue. Alger appelle à la retenue. C'est Alger qui appelle à la retenue. Elle appelle à la retenue qui? Le Polisario et le Maroc. Bon.
On va en discuter là-dessus. Alger appelle à la retenue le Polisario et le Maroc. J'ai une question d'abord à poser. Et c'est bon d'avoir fait d'avoir fait une chaîne en français parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la région de Guergueret, du Sahara, et ainsi de suite. Donc il serait bon d'informer ces gens-là. L'Algérie, le Polisario ne rentre pas dans la partie, dans le no man's land. Il faudrait d'abord saisir où se trouve le Polisario, où habite le Polisario, où logent les milices de Polisario, leur campement, où ils se trouvent. Ils se trouvent en Algérie. Donc, quand les milices du Polisario pénètrent dans le no man's land, c'est qu'elles sont sorties d'Algérie. Elles ont traversé les frontières algériennes. Alors, une petite question. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas de truc Schengen. Il n'y a pas de Schengen au Maghreb. On ne traverse pas les frontières sans être vu ni contrôlé. Au Maghreb, toutes les frontières, aussi bien entre le Maroc et l'Algérie, entre le Sahara et l'Algérie, il y a une frontière. Entre le Sahara et l'Algérie, il y a une frontière. Entre la Tunisie et le Maroc, il y a une frontière. Entre l'Algérie et la Libye, il y a une frontière. Et le Mali, il y a une frontière. Le Nigeria, une frontière. Et la Mauritanie aussi, il y a une frontière. Donc, comment se fait-il que des milices du Polisario accèdent au territoire sahraoui dans le no man's land et ne s'attaquent pas, elles essayent de s'attaquer. Elles se mettent à 2 km, 1 km et demi de loin, au loin du mur, et se mettent à tirer. Et ça fait plouf, plouf. Ce qui fait, tout ce bruit-là fait, l'Algérie fait beaucoup de bruit pour rien. Rien ne se passe au Sahara. Bien sûr, il y a quelques milices. Il y a quelques tirs sporadiques ici et là. Mais quand vous lisez la presse algérienne, on croirait que c'est une vraie guerre. C'est la fin du monde. Ce qui se passe au Sahara, c'est la fin du monde. C'est des gens qui se tirent entre eux, c'est des canons, c'est des avions, c'est. Alors rien du tout de tout ça. Quelques tirs sporadiques de loin, et ça s'arrête là. C'est tout. Et là, l'Algérie nous dit, elle est en train de dire, j'essaie de remonter pour voir le titre, elle appelle à la retenue. Et elle oublie que le Polisario vient de chez elle et pénètre dans le no man's land pour essayer d'attaquer le mur, pas d'attaquer les Marocains, le mur. Mais il y a autre chose très très importante. Alors regardez, là, essayez de lire avec moi ce qui est écrit là-dessus. L'Algérie a vivement déploré vendredi les graves violations du cessez-le-feu au Sahara occidental et appelé à l'arrêt immédiat des opérations militaires. Mais il n'y a pas d'opération militaire. Il n'y en a pas. Pourquoi elle en fait tous l'Algérie veut faire croire à l'opinion publique internationale que le Sahara est à feu et à sang et qu'il y a des morts alors que jusqu'à présent il n'y a jamais eu de morts ni de blessés ni du côté marocain comme du côté des milices du Polisario. Rien de tout ça, rien de ce que raconte l'Algérie n'existe. Jusqu'à présent, ni le Polisario ni le Maroc n'ont annoncé de mort. Même les Marocains n'ont jamais dit que chez les Polisario il y a eu des morts. Ainsi que, voilà.
Bon, il y a bien sûr, il y a l'Algérie et le Polisario qui n'arrêtent pas de dire que les militaires marocains sont en train de prendre des coups, qu'il y a des généraux qui ont été touchés, qui ont été rapatriés vers Agadir. Il y a eu même un Émirati, un responsable Émirati qui certainement est mort, et ainsi de suite. Alors que tout ça, il n'y a rien de tout ça parce que, bon, au moment où l'Algérie avait annoncé cette histoire d'Émirati, et parce que les Émirats avaient ouvert un consulat au Maroc, et que les Émirats avaient exigé, enfin non, ils ont cessé de donner des visas aux Algériens. Et puis ça a énervé les Algériens, et puis ils se sont mis à inventer des trucs qui n'existent pas, comme le fait qu'il y ait un Émirati, un militaire ou une personnalité émirati qui a été touché, qui est morte au Sahara. Alors que dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de mort. Même les Marocains, puisque nous, comment voulez-vous que les Marocains annonce qu'il y a des blessés ou des morts parmi les miliciens du Polisario, alors qu'il n'y a rien ne se passe. Mais pour l'Algérie, elle veut faire tout un brouhaha, le bruit, un brouhaha, pour faire croire à l'opinion publique internationale que dans le Sahara, il y a la guerre, alors qu'il n'y a pas de guerre du tout. Autre chose, j'ai envie de revenir à autre chose, très très importante. Les Algériens n'arrêtent pas de dire, tenez, voilà, c'est simple. Je vais vous lire cet article, je vais vous passer cet article-là, que vous voyez là. Alors là, non, c'est pas celui-là, c'est un autre article. J'espère que, bon, non plus. Voilà, le voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on commence à partir de là. Voilà, là, j'ai vu, voilà. Bon, peu importe, on va lire depuis le début. Le ministre s'est prononcé au lynchage médiatique, l'éternel complexe du Mersenne. L'éternel complexe du Mersenne est l'armée nationale populaire. Alors que nous, on ne sait même pas si vous existez. Les Marocains ne savent pas. Moi, j'aurais dit plutôt l'éternel complexe algérien vis-à-vis des Marocains. Ou bien plutôt la marocophobie du pouvoir algérien. Voilà. Et puis, autre chose très importante, c'est que ces temps-ci, l'Algérie fait tout pour faire croire à l'opinion publique internationale que c'est le Maroc qui a, comment dire, qui a rompu le cessez-le-feu. Se penchant sur la situation au Sahara, Belahmar pour moi c'est Belahmar, c'est pas Belhimar. Alors, Belahmar a réaffirmé la position de l'Algérie qui tient le royaume pour responsable de la violation du cessez-le-feu dans la région de Guergueret. Bon, voilà, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça. Qui est responsable de la violation du cessez-le-feu? Est-ce que c'est les Marocains qui étaient dans la bande, dans le No Man's Land, ou bien c'est les milices du Polisario qui avaient mis des tentes, qui avaient campé, qui s'est mis à déraciner, à enlever le goudron, le bitume de la route sur le passage de Guergueret, qui s'est mis à rançonner les chauffeurs de camions, qui s'est mis à bloquer les chauffeurs de camions, qui a empêché la circulation des camions durant 21 jours. Est-ce que c'est les Marocains ou bien les milices du Polisario? Alors, moi je vous pose la question. Qui a rompu le cessez-le-feu? Qui se trouvait dans le No Man's Land? Les Marocains étaient à Guergueret.
derrière la frontière de Guergueret. Ils n'ont jamais été dans le passage entre le Maroc et les 4 kilomètres. Et ce passage, c'est pas parce qu'il a été goudronné par le Maroc et que le Maroc a enfreint ou bien rompu le cessez-le-feu. Ce passage existait déjà. Avant d'être goudronné, c'était une piste. La région s'appelait, toute la région des 4 kilomètres jusqu'à la mer, s'appelait Kandahar. Pour rappeler la ville de Kandahar d'Afghanistan. Toutes sortes de trafics se passaient là-bas. Quand le Maroc est intervenu à Kandahar, c'est 700 voitures qui ont été ramassées de là-bas, enfin enlevées. On a débarrassé l'endroit. Le Maroc a débarrassé Kandahar des trafiquants de drogue, des trafiquants de cigarettes, des trafiquants de voitures volées en Europe qui atterrissaient là-bas, parce que c'est devenu une ferraille où tous les Mauritaniens pouvaient venir s'apprévisionner, et même les voitures mauritaniennes qui étaient interdites d'accès en Mauritanie, elles se trouvaient là-bas. Donc le Maroc a fait un bon nettoyage, et en même temps, comme je le dis, c'est une piste qui déjà existait. Comment vous allez dire qu'elle existe? Ben voilà, je vous explique. Durant quelques années, depuis bien des années, cette piste était fréquentée surtout par les Sahraouis eux-mêmes. Les Sahraouis de Tindouf, qui voulaient visiter leur famille, qui se trouve dans le Sahara marocain, à Laayoune, ou Boujdour, ou Guergueret, ou Dakhla, ou Smara, Boujdour, et ainsi de suite, quittaient Tindouf pour Zouérat, et de Zouérat remonter vers la frontière mauritanienne pour se retrouver dans le No Man's Land et rentrer par Guergueret en présentant leur passeport marocain, pas algérien. Les Sahraouis, que la plupart des Sahraouis, une grande majorité de Sahraouis, sont mauritaniens. Et ils présentaient leur passeport marocain pour accéder au Sahara marocain, pour rendre visite à leur famille, ou pour préparer n'importe quoi, ou ramener de l'argent à donner aux gens aux Sahraouis anti-marocains qui se trouvent au Sahara marocain. Parce que chez nous, ils sont libres de bouger, d'aller où ils veulent. Parfois même du Sahara marocain, ils quittent l'avion pour aller à Boumerdes, où chaque année il y a l'université d'été. Une fois qu'ils ont fini cette université d'été, ils regagnent le Sahara. Rien ne les empêche d'entrer et de sortir du Maroc. Ce qui n'est pas le cas de Tindouf, de ceux qui se trouvent à Tindouf, qui n'ont même pas le droit d'aller vers d'autres villes algériennes. Ils sont bloqués derrière des fils barbelés, et sur chaque route, des soldats et des gendarmes, des militaires et des gendarmes pour des contrôles. Aucun Sahraoui n'a le droit de quitter les camps de Tindouf pour d'autres villes algériennes. Voilà, ça c'était pour vous dire que ce n'étaient pas les Marocains qui ont enfreint, qui ont violé le cessez-le-feu. C'est bien, alors pour l'Algérie, c'est le Maroc. C'est bien écrit là, hein? Regardez. Voilà, plutôt. Voilà. L'Algérie qui tient le royaume pour responsable de la violation du cessez-le-feu de la région de Guergueret. Ah, il faudrait savoir. Mais alors, que faisaient ces gars-là? Ces gars, que faisaient là, sur le passage? Pourquoi bloquaient-ils les camions? Et d'où venaient ces gens-là? D'où venaient? Ils venaient de Tindouf. Donc l'Algérie pousse les miliciens pour aller
vers Guergueret pour aller dans le Sahara, pas dans le Sahara, pour accéder au No Man's Land, qui leur est pourtant interdit par les Nations Unies. Il ne faut pas oublier, c'est un No Man's Land et à maintes reprises, le secrétaire de l'ONU, Guterres, a enjoint le Polisario à quitter toute la partie, tout le no man's land du Sahara, aussi bien Tiferitit, Bir Lhlou et Guergueret, ce qui n'a jamais été fait. Donc ça n'est pas le Maroc qui a violé le... D'ailleurs, c'est pour ça que les Nations Unies n'ont rien pu faire contre le Maroc, n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé je dirais pas des moyens de prêter, enfin, se sont tus. Il n'y a que l'Union africaine qui essaye, comme vous le savez, l'Union africaine, ce mois-ci, enfin, dans quelques jours, dans la fin de l'année, elle ne sera plus présidée par l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud est en train de, comme on dit, le baroud d'honneur. Elle veut donner un coup de main à son ami l'Algérie, tout simplement. Ils essaient par tous les moyens comment dire le terme qu'il faut utiliser, que l'Union africaine parle du Sahara, tout simplement, soit parler, soit condamner, soit peu importe. Mais et c'est là où vraiment les Occidentaux comprennent que l'immaturité intellectuelle et politique des Africains. C'est vrai, parce que en Occident, par exemple en Europe ou n'importe quel, même en Amérique plutôt, pas aux États-Unis, les pays américains n'auraient jamais accepté au sein de leur groupement, par exemple l'Europe des 26 ou des 27 ou des 28, peu importe. Les Européens n'auraient jamais accepté un État qui ne possède pas de territoire parmi eux. Les pays américains et andins, c'est exactement pareil. Il n'y a qu'en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit l'immaturité politique et intellectuelle des Africains. D'avoir accepté parmi eux un État à qui ils ont donné naissance, et le fait de l'avoir accepté, ils lui ont donné naissance, qui ne possède ni monnaie, ni terre. Voilà. Un pays qui se trouve en Algérie, qui est financé, entretenu, représenté par l'Algérie, tout simplement. Et c'est là où j'ai dit, alors bon, les Marocains avaient déjà bouclé ceinturé le dossier du Sahara au niveau de l'Union africaine, en 2018, quand il a été décidé que seule l'ONU doit s'occuper du dossier sahraoui. Et le Maroc n'arrête pas de le leur répéter, ce mois-ci surtout, que vous n'avez pas à discuter. Il y a la Troïka africaine. C'est à elle d'être le rapporteur entre l'Union africaine et l'ONU. Et ce n'est pas à un Conseil de sécurité africaine, ce n'est pas à une réunion ministérielle africaine, ni quoi que ce soit, de discuter du Sahara occidental. Ce n'est pas une affaire africaine parce que on sait de quoi sont capables les Africains. Les Africains n'ont jamais résolu le moindre problème africain. Jamais. Jamais un problème n'a été résolu, sauf accentuer des problèmes ou créer des problèmes. Alors c'est pour ça que le Maroc
a laissé, a préféré que ce soit l'ONU qui s'en occupe et non pas les Africains. Alors, je vais essayer de passer à autre chose. Voilà. Ça, voilà. Belhimer, on en a pas. Oui, en parlant de l'Algérie, toujours. Pour ne pas quitter ce pays-là. Voilà. Il y a quelques jours, comme vous le savez, l'Algérie, c'est le pays qui n'accepte pas qui, pour elle, tout va bien chez elle. Tout va bien chez elle. Un président, dont on n'entend pas parler, on ne sait même pas est-ce qu'il est vivant ou mort ou gravement atteint ou légèrement atteint, ou est-ce qu'il est en train de se remettre de son Covid, rien. Même le peuple algérien n'a pas droit à avoir des informations sur leur président et savoir comment il va. Alors là, vous lisez l'article, le ministre de la communication, Amr Belahmar, a affirmé que la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme, comme si ce n'était pas vrai, comme si tout allait bien en Algérie vis-à-vis des droits de l'homme, de la liberté de la presse, et ainsi de suite. Les plans voués, l'homme en Algérie reflétait les plans voués à l'échec ourdis contre l'Algérie. L'Algérie se sent toujours victime. Elle est tout le temps victime, c'est à elle qu'on en veut, c'est l'Algérie qui se sent enfermée, l'Algérie qui se sent agressée par ses frontières, l'Algérie qui n'arrête pas de se payer de l'armement, l'Algérie qui en 2019 a été l'un des pays, le pays africain qui a dépensé le plus d'armement, voilà, le plus d'argent pour l'achat d'armement, ainsi de suite. L'Algérie se sent toujours, comment dire, agressée de toutes parts. Voilà. Et puis, l'Algérie n'arrête pas, l'Algérie a dans sa ligne de mire le Maroc. Le Maroc. À lire la presse algérienne et à entendre les réactions des responsables algériens, j'ai comme l'impression que l'Algérie cherche un échappatoire où, comment dire, le mot qu'on dit, fuir en avant, voilà, une fuite en avant, tout simplement. Dernièrement, d'ailleurs je vous passe cet article-là, l'armée algérienne brandit une prétendue menace marocaine dans l'espoir de reconquérir le peuple. Comme vous le savez, actuellement en Algérie, il y a tout le peuple algérien en ébullition. Il y a les prix des marchandises, des produits de consommation courante qui n'arrêtent pas de grimper, une inflation qui aussi grimpe, une liberté de presse inexistante. On emprisonne des personnes, puis on les relâche en appel. Il y a toujours, on les lâche pas, on les relâche pas tout simplement. Ils sont tous à l'œil. Si jamais toute personne relâchée, si jamais elle a fait la moindre quoi que ce soit, si elle fait quoi que ce soit, elle est remise en prison tout simplement. Comme par exemple hier
Karim Tabou, qui a été libéré après 9 mois de prison, enfin 9 mois, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Avec le mot sursis. Pourquoi le mot sursis? Comme quoi, mec, tu fais gaffe, tu dis quoi que ce soit, on te remet en tôle. Voilà. Bon. Et là, l'Algérie, elle essaye par tous les moyens d'occuper le peuple en brandissant la menace des frontières. L'Algérie essaye de dire au peuple algérien, faites gaffe, il y a un pays qui s'appelle le Maroc, qui essaie de nous agresser et tout. Et vous savez, l'Algérie joue sur la fibre patriotique des Algériens, pour qu'ils oublient un petit peu leur hirak. Tout simplement pour qu'ils oublient la preuve, voici un autre article. Voilà. Sahara contre l'armée algérienne appelle ses compatriotes à se tenir prêts. Contre qui se tenir prêt? Mais le Maroc, il n'a fait que chasser. Le Maroc n'a fait que chasser une bande de miliciens qui rançonnaient les camionneurs et qui volaient leurs marchandises dans le passage de Guerguet. Et ça s'arrête là. En chassant ces milices de Polisario, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Voilà. Et l'Algérie, pour elle, c'est la guerre, c'est le Maroc qui se prépare à agresser l'Algérie, et se prépare. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'Algérie fait tout pour faire croire à l'opinion publique internationale que le Sahara était à feu et à sang et qu'il y a la guerre. Alors que des deux côtés, on annonce peut-être un peu plus du côté algérien. Oui, du côté algérien, ils n'arrêtent pas d'annoncer du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Voilà. Du n'importe quoi. Là, je vais essayer de vous... bon, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais parlé de l'Union africaine, l'Algérie qui se fait aider par le Sud-Africain Cyril Ramaphosa pour faire bouger le dossier sahraoui. Mais bon, ils sont en train de, comment dire, moudre du vent, tout simplement. Voilà. Parce que le dossier du Sahara au niveau africain a déjà été bien ficelé par le Maroc, et que ni l'Algérie ni l'Afrique, personne ne pourra faire quoi que ce soit dans ce dossier-là sans l'ONU, tout simplement. Donc, les amis, l'Algérie, elle veut faire croire à l'opinion publique internationale qu'au Sahara, c'est la guerre, et que c'est la guerre tout simplement. C'est la guerre, et que il faut bouger pour arrêter le Maroc dans son agression contre le peuple sahraoui, et ainsi de suite. Mais le peuple sahraoui, il n'est pas qu'au Sahara occidental. Le peuple sahraoui, il y a même des Sahraouis algériens, des Sahraouis mauritaniens, des Sahraouis libyens, et ainsi de suite. Pourquoi l'Algérie veut-elle qu'il n'y ait qu'un référendum pour le Sahara occidental et non pas pour chez elle-même? Les Kabyles qui depuis 40 ans essayent d'accéder juste à l'autonomie, même pas au référendum. Pourquoi l'Algérie n'applique pas l'autonomie chez elle pour voir ce que ça donne? Voilà. Pourquoi les Espagnols n'ont pas voulu d'une séparation avec la Catalogne? Pourquoi ils n'ont jamais reconnu ce référendum fait par les Catalans? Tout simplement. Mais le Maroc, c'est exactement pareil. Il ne reconnaîtra jamais de référendum et n'organisera jamais de référendum, parce que le Sahara est marocain. C'est que les Algériens feignent
de ne pas comprendre et de ne pas savoir, et moi l'occasion s'est trouvée pour que je le dise, c'est que au Maroc, nous n'avons pas eu notre décolonisation en une seule fois. Le Maroc a été colonisé par deux nations, l'Espagne l'Espagne et la France. Et que une fois la France, une fois que la France ait quitté le Maroc en 1955, il restait des parties du Maroc encore occupées par les Espagnols. Les Marocains ont récupéré Tarfaya en 1958, 3 ans après l'indépendance du Maroc. Les Marocains ont récupéré Sidi Ifni en 1969. Ça fait 14 ans après l'indépendance du Maroc. Et les Marocains ont récupéré le Sahara en 1975, 20 ans après le départ des Espagnols. Voilà. Donc, le Maroc n'a pas eu son indépendance comme l'Algérie en une seule fois, parce que le Maroc était colonisé par deux pays. Automatiquement, eux, ils se sont, ce qui n'a jamais été, parce que l'Espagne pensait comme la France à l'époque où elle ne voulait pas quitter l'Algérie. C'était une colonie pour elle et qu'elle devait y rester. Les Espagnols, pareil, pensaient que le Sahara était leur colonie et que ils ont été obligés sous la pression marocaine et de l'ONU de quitter Tarfaya, de quitter Sidi Ifni, et puis le moment est venu où il fallait qu'ils quittent le Sahara aussi, sous la pression du Maroc, grâce à la marche verte. Sans ça, ils ne l'auraient pas quitté. Nous n'avons pas fait une guerre avec... si, elle a été faite en 58. En 58, elle a été faite. L'opération Écouvillon, où nous avions récupéré Tarfaya. Voilà. Les Espagnols pensaient qu'en quittant Tarfaya, ils vont calmer les Marocains. Mais ça n'a été que repoussé. En 69, les Marocains ont forcé, ils ont exigé aussi c'est défini. En 75, ça a été pareil. Ça n'a jamais été par les armes. Ça a été par la négociation. L'avantage des Marocains, c'est des négociateurs. C'est pas des brutes. Voilà. Donc, c'est ce que certaines personnes à l'étranger doivent comprendre. Et l'Algérie fait semblant de ne pas comprendre ça. Pour elle, parce qu'elle a été colonisée en une seule fois par une seule nation, et que De Gaulle leur a proposé un référendum et veulent que ce genre d'indépendance soit appliqué à toutes les nations. Et qu'on doit aussi faire un référendum au Sahara. Mais non, il vous a été proposé un référendum, ce qui n'a pas été le cas pour le Maroc. Nous, le Maroc ne propose pas de référendum à qui que ce soit. On ne va pas nous proposer un référendum. On a fait semblant à l'époque. Vous savez, quand vous n'avez pas le moyen de lutter à armes égales avec les autres, il faut ruser, tout simplement. Comme on a rusé à l'époque où nous devions récupérer le Sahara et que le Maroc se trouvait seul contre l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et l'Espagne. Un pays contre 4 pays, il fallait bien ruser. Comment? Tout simplement, on a fait comprendre aux Mauritaniens, venez, vous aurez une part du Sahara, tout en sachant, les Marocains sachaient que l'Algérie allait donner des coups à la Mauritanie, le point faible. Et c'est ce qui s'était passé. La Mauritanie, à un certain moment, n'en pouvait plus de recevoir des coups, de se voir faire dérailler son chemin de fer qui transportait des minerais vers Nouadhibou, et ainsi de suite. À un certain moment, elle n'en pouvait plus. Elle a quitté le Sahara, la partie qui lui était destinée,
par Hassan II. Mais bon, c'était prémédité, c'était calculé, parce que le Maroc a préféré avoir la Mauritanie de son côté que contre lui. Ça aurait fait 4 pays contre lui. Non. Les Espagnols, ils étaient out. Ils étaient out parce que, bon, la Cour de justice de la Haye, là, quand je dis la Cour de justice de la Haye, il n'y a pas eu de verdict, tribunal ou un truc comme ça. Ça a été juste une demande marocaine. Une demande marocaine. Il n'y a pas eu juste une demande marocaine. Est-ce que le Sahara était terre russe ou pas? Est-ce qu'il y avait des liens d'allégeance entre le Maroc et les Sahraouis ou pas? Et justement, la Cour de justice a rendu un avis, pas un jugement ni un verdict. Elle a rendu son avis favorable au Maroc qui disait comme quoi le territoire sahraoui n'était pas un territoire vierge que l'Espagne est venue occuper. Il y avait des gens, des populations sahraouies comment dire, le terme, la souveraineté marocaine, qui louait le BA en français, j'ai oublié le mot, comme quoi, bon, et ils rendaient allégeance, l'allégeance. Il y a ces gens qui occupaient ces territoires, rendaient allégeance au roi du Maroc, tout simplement. Voilà. Ça nous suffit, nous. Le reste, ce que peut dire la Cour de justice pour satisfaire les Espagnols et pour satisfaire les Libyens et les Algériens, on s'en fout. Nous, qu'elle parle de... C'était pas un jugement ni un verdict, c'était un avis. Qu'elles disent après qu'il faut organiser un référendum, nous, on s'en moque. Bon, le roi, pour gagner du temps, on a fait semblant d'accepter ce référendum. On a fait semblant, mais on savait pertinemment qu'on ne pouvait pas l'organiser parce que ça bloquait au niveau du recensement des Sahraouis, des vrais Sahraouis. En Algérie, il n'y avait pas de vrais Sahraouis. Il y avait, si vous vous souvenez, dans les sécheresses suivies durant 3 années, 81, 82, 83, c'était 3 ans de sécheresse où le bétail dans le Sahara algérien, au Niger, au Mali, au Mauritanie avait complètement disparu. Il y avait peu d'eau. Et puis les habitants des environs du Sahara, c'est-à-dire les Nigériens, les Maliens, les Mauritaniens, qui n'arrivaient pas à trouver, surtout les Bédouins, surtout les personnes qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre, n'arrivaient pas à trouver de pâturage ni quoi que ce soit, avaient entendu comme quoi à Tindouf, on essaie de regrouper des gens à qui on pouvait donner à manger et à boire. Il y avait beaucoup de Nigériens, de Maliens, de Mauritaniens qui se sont déplacés pour aller à Tindouf. C'est ce qui donne les camps de Tindouf. Les camps de Tindouf. Et pourquoi croyez-vous que les Algériens n'ont jamais voulu faire un recensement qui a été pourtant demandé à maintes reprises par le HCR. Les Algériens n'ont jamais voulu faire un recensement des populations de Tindouf pour savoir qui est qui et combien ils y sont. Ne serait-ce que pour que le HCR et puis les organisations caritatives et ainsi de suite puissent envoyer de l'aide alimentaire. Mais au moins qu'on sache combien il y a de personnes dans ce camp. L'Algérie n'a jamais voulu donner le moindre indice là-dessus. Voilà. Là, c'était pour faire comprendre aux personnes qui se trouvent à l'étranger, et qui ne sont pas arabophones, parce que avant, nous Marocains, surtout les youtubeurs marocains et puis beaucoup de journalistes marocains, avons toujours beaucoup parlé de cette histoire du Sahara en arabe. Ce qui faisait que l'occidental ou le francophone n'était pas informé. Ne savait pas les aboutissements de comment se fait-il, pourquoi y a-t-il ce problème du Sahara. Ben voilà, je vous explique, j'essaie de vous expliquer avec le langage que j'ai,
Qu'est-ce que c'est que cette affaire du Sahara? Cette affaire du Sahara, elle a été créée et montée de toutes pièces, tout simplement. De toutes pièces. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le Maroc s'est retrouvé avec la Mauritanie de son côté jusqu'en 1979, où les Mauritaniens n'en pouvaient plus. Ils ont quitté le territoire. Le Maroc a récupéré cette partie qu'il avait prêtée à la Mauritanie, tout simplement. Et le Maroc s'est retrouvé, à un certain moment, contre deux pays, la Libye et l'Algérie, de Boumedienne. Et avec le temps, le Maroc Hassan II est arrivé à dompter le fougueux libyen, le Kadhafi, pour qu'il calme ses ardeurs contre le Maroc et essaie de moins aider l'Algérie et le Polisario contre le Maroc. Et c'est ce qui s'était passé. Donc l'Algérie, en fin de compte, s'est retrouvée toute seule en face du Maroc et elle n'arrête pas, depuis 45 ans, d'agresser le Maroc. Elle n'arrête pas, depuis 45 ans, de dépenser 2 à 3 ou à 4 fois plus dans l'achat d'armement. L'achat d'armement, tout simplement. Alors comment voulez-vous que le Maroc puisse rester les bras croisés sans ne pas réagir? Le Maroc est obligé de suivre ce que fait l'Algérie. Les achats d'armement, il est obligé lui aussi de s'armer pour ne pas laisser trop d'avance à l'Algérie. Comme ça, si jamais l'Algérie serait tentée par une aventure, au moins elle en sortira bien blessée. Voilà. Et ce n'est pas devant un pays faible qu'elle va essayer de s'imposer. Non, il faut qu'elle ait devant elle un pays aussi fort qu'elle. Comme ça, elle ne sera jamais tentée par une aventure militaire. Et c'est pour ça que le Maroc est obligé lui aussi de s'armer, même si c'est beaucoup moins en dollars. Mais en technologie, le Maroc s'arme bien mieux. Les armes marocaines technologiquement sont meilleures que ceux de l'Algérie. Voilà. Alors ça, là, comme je le disais tout à l'heure, cette vidéo a été faite pour informer les francophones de cette histoire du Sahara. Et que depuis 45 ans, l'Algérie n'a pas arrêté d'agresser le Maroc. Et quand vous voyez qu'un pays qui a engrangé 1200 milliards de dollars en 15 ans de règne de Bouteflika, et puis délapidé 350 milliards dépensés juste pour agresser le Maroc en créant de toutes pièces un pays, en soutenant un pays créé de toutes pièces aussi, en armement, en logistique, en le représentant dans les ambassades étrangères, tout. Là, parce que le Polisario et sa race se trouvent à Tindouf, dans le territoire algérien, et non pas dans le Sahara. Comprenez? C'est ça. Alors, et là, beaucoup parmi vous comprendront que c'est une histoire à dormir debout. L'Algérie, et en plus de ça, l'Algérie s'accroche toujours à cette... Parce que il faudrait que j'aille jusqu'au fond avec vous pour que vous saisissiez pourquoi l'Algérie fait ça. L'Algérie fait ça. Pourquoi d'ailleurs l'Algérie, juste ces derniers temps, ce mois-ci, ce mois de novembre, là, depuis l'intervention marocaine pour chasser les miliciens qui bloquaient le passage, l'Algérie est prête à exploser. Le pouvoir algérien est prêt à exploser contre le Maroc, quitte même peut-être, moi j'ai peur qu'il serait tenté par une aventure contre le Maroc. Pourquoi? Parce que l'Algérie avait des grands espoirs que ce passage de Guergueret, ce no man's land, lui permettrait peut-être un de ces jours d'accéder à la mer, tout simplement. Parce que c'est le seul. Mais maintenant,
maintenant que le Maroc a bloqué ce passage, ce qui fait que l'Algérie est en furie contre le Maroc. Mais il n'y a pas que ça aussi. Depuis des années, à part cette histoire de passage, il y a le Sahara en entier que l'Algérie, pour lequel l'Algérie est intéressée. L'Algérie est intéressée par une fenêtre sur la façade atlantique. Vous savez que dans les environs de Tindouf, le plus grand gisement au monde de fer se trouve là-bas. Et que le seul moyen pour l'Algérie d'exporter ce minerai ou de le commercialiser, c'est avec un passage sur l'océan Atlantique parce que par la Méditerranée, c'est onéreux et c'est trop loin. C'est 1100 km de chemin de fer difficile à réaliser. Voilà. Et puis, l'Algérie, actuellement, elle ne peut pas le faire parce que, bon, elle est à court de ressources. Voilà. Les 200 milliards de dollars qu'avait engrangé, mis de côté, plutôt pas engrangé, mis de côté Bouteflika, sont en train de fondre petit à petit. D'ici peut-être 2022, il y aura plus un sou pour l'Algérie. Voilà. Peut-être même d'ici la fin 2021. Voilà. Surtout si le pétrole reste à moins de 50 dollars. L'Algérie, je ne la vois pas, comment dire, s'en sortir tout simplement. Je ne vois pas l'Algérie s'en sortir avec un pétrole de moins de 50 dollars d'ici 2 ans. Elle sera obligée d'aller taper à la porte du FMI. Et puis elle va tout faire pour dévaluer sa monnaie. Ce n'est pas une dépréciation, c'est une dévaluation, c'est différent. C'est l'Algérie qui le fait exprès pour gonfler les dinars chez elle en Algérie, pour pouvoir payer les salariés, les fonctionnaires, ainsi de suite. Voilà. Les amis, j'ai essayé avec le peu de mes connaissances de vous expliquer cette histoire du Sahara et pourquoi l'Algérie en veut au Maroc. Pourquoi elle en veut? Parce que l'Algérie a misé sur cette partie du territoire sahraoui pour pouvoir avoir une sortie vers la façade atlantique sous prétexte comme quoi, bon, ils vont créer une entité sahraoui indépendante, mais qui sera sous couvert, enfin, qui sera dirigée par l'Algérie tout simplement. Voilà. Demain ou après-demain, vous entendrez comme quoi l'Algérie et le Sahara occidental ont fait une confédération d'États. Et puis voilà, elle sera absorbée. Le Sahara sera absorbé. Et puis en plus, ce qui est grave, beaucoup plus grave pour le Maroc, c'est couper le Maroc de la Mauritanie et de l'Afrique, avec lequel le Maroc exerce un commerce tout simplement. Et c'est pour ça que la route de Guergueret est primordiale, est importante pour le Maroc et que jamais, jamais, à jamais, il ne lâchera le Sahara. Et que les Algériens doivent bien comprendre ça et qu'ils doivent bien se mettre ça dans la tête. Le Maroc, à un certain moment, comme disent les Occidentaux, il a mis un peu de vin dans son eau. Enfin, un peu, c'est l'inverse. Il a mis un peu d'eau dans son vin en proposant une autonomie élargie. Comme ça, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais les Algériens tiennent à leur référendum tout en sachant que ça ne marchera jamais. Comme ça, dans l'espoir de faire retarder le décollage économique du Maroc. Parce que c'est ce qui intéresse les Algériens. Les Algériens ne veulent pas que cette histoire du Sahara finisse. Ils veulent que ça s'éternise et que le Maroc s'occupe toujours dans cette affaire, qu'il soit toujours embourbé. D'ailleurs, en 75 ou 74, Boumedienne l'a bien dit.
le Sahara sera un caillou dans le soulier de Hassan II. Le Hassan II, c'est le Maroc, bien sûr. Voilà. Donc, pour l'Algérie, il ne faut pas que cette histoire finisse. Le Sahara ne doit pas se terminer. Comme ça, le Maroc soit tout le temps occupé. Le peu d'argent qu'on essaye d'avoir un peu à droite et à gauche, on va le dépenser en armement. Et comme ça, pour l'Algérie, il faut que le Maroc reste toujours un pays sous-développé. Parce qu'ils pensent que les Algériens pensent qu'avec le temps, le pétrole va grimper et qu'ils vont encore s'enrichir. Et que nous, les Marocains, ne possédons pas de pétrole, ils vont rester toujours au même stade. Alors que c'est tout à fait le contraire. Le Maroc n'a pas cessé d'avancer en ne possédant ni pétrole ni gaz, mais il fait mieux que l'Algérie. D'ailleurs, tout le pays le reconnaissent, comme quoi l'Algérie c'est un pays qui va vers l'abîme. L'Algérie c'est un pays en déroute, alors que le Maroc n'arrête pas d'avancer et rendons grâce au Seigneur, alhamdoulilah. Mes amis, portez-vous bien et à la prochaine.